Note sur le chef-d'œuvre inconnu. Le chef-d'œuvre inconnu est sous le signe de l'influence d'Hoffmann, comme le précisent les recherches de L'Aubrier. Toutefois, l'information prise par Balzac pour la rédaction définitive du chef-d'œuvre importe plus que l'ascendant d'Hoffmann, encore que la question ne comporte pas de solution certaine. Auprès de qui le romancier s'est-il renseigné sur les problèmes de la création artistique et de la technique picturale? Est-ce la lecture des œuvres esthétiques de Diderot qui lui a procuré la documentation nécessaire? Est-ce la collaboration de Théophile Gautier ou la lecture de ses chroniques d'art qui a fourni à Balzac les assises techniques donnant à son récit plus de solidité? Ou peut-on considérer que Balzac s'est documenté au prix de Delacroix qui aurait contribué à affermir ses conceptions esthétiques et à enrichir son vocabulaire technique? Contrairement à l'opinion répandue parmi les Balzaciens, nous persistons à penser que l'esthétique de Delacroix n'est pas étrangère à l'élaboration finale du chef-d'œuvre inconnu, et nous ne sommes pas seuls à le penser. Puisque Fosca, Béguin, Hirschfeld ont également défendu ce point de vue. Bien que contesté, cette opinion s'appuie sur certains arguments que l'on peut ramener aux faits suivants. A. Balzac a rencontré Delacroix au début des années 1830 chez Charles Nodier, selon le témoignage du journal de l'artiste, et chez Madame O'Reilly, et il n'est pas exclu qu'ils aient eu des entretiens portant sur la peinture, le romancier étant toujours curieux des mystères de la création. B. À une date incertaine, Delacroix écrit à Balzac à propos de Louis Lambert. J'ai été moi-même une espèce de Lambert, moins la profondeur. L'année proposée pour l'envoi de la lettre est 1833. Certes, le peintre éprouvait de la distance ou même de l'antipathie à l'égard de la personne de Balzac, mais il le lisait assez constamment et cite de nombreux extraits de son œuvre dans le journal. C. Delacroix est le dédicataire de la fille aux yeux d'or, peut-être en raison de la fonction majeure que joue la couleur dans ce récit. D. Il ne fait pas de doute que Delacroix a servi de modèle pour créer le personnage de Joseph Bridau, le héros de La Rambouilleuse, qui apparaît dans plusieurs romans de la comédie humaine, dont Les Illusions perdues. E. On objecte couramment que Delacroix a interrompu la rédaction de son journal durant les années de la gestation du chef-d'œuvre inconnu. On rétorquera que l'esthétique du peintre est définie par une remarquable permanence et qu'elle évolue fort peu dans l'énoncé de ses principes essentiels. C'est pourquoi l'hypothèse de l'influence de Delacroix n'est pas nécessairement émise dans le mépris de la chronologie. F. Dans son étude sur Balzac, 1858, Gautier demeure muet sur le chef-d'œuvre inconnu, ce qui est surprenant si l'on admet qu'il a participé à l'élaboration de l'œuvre. La mort de Balzac permettait à Gautier de s'exprimer en toute liberté. Nous ne saurions conclure avec certitude que Balzac s'est informé auprès de Delacroix des problèmes de la création et de la technique picturale, mais l'hypothèse conserve sa plausibilité, comme en témoignent ses arguments, et mieux encore les analogies frappantes entre les paroles de Freinhofer et les propos du journal de Delacroix. Ces rapprochements sont plus convaincants que ceux proposés avec les textes de Diderot et de Gautier. Ils parlent d'ailleurs en faveur de la modernité de l'esthétique balzacienne. Vers la fin de l'année 1612, date probable de l'arrivée de Poussin à Paris, encouragé par Varin pour entreprendre des études de peinture. 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu'elle soit, il finit par franchir le seuil de cette porte et demanda si maître François Porbus était en son logis. François Porbus, dit le jeune, peintre flamand né à Anvers en 1570 et mort à Paris en 1622, après un séjour à Rome, fut attaché à la cour de France. Il exécuta entre autres des portraits de Henri IV et de Louis XIII enfant. L'Aubrier a montré que Balzac a puisé sa documentation sur Porbus et Mabuse dans les ouvrages de Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, 4 volumes. Si Porbus était dans son logis, la réponse affirmative que lui fit une vieille femme occupée à balayer une salle basse, le jeune homme monta lentement les degrés et s'arrêta de marche en marche comme quelques courtisans de fraîche d'Ast, inquiets de l'accueil que le roi va lui faire. Quand il parvint en haut de la vis, il demeura pendant un moment sur le palier, incertain s'il prendrait le heurtoir grotesque qui ornait la porte de l'atelier où travaillait sans doute le peintre de Henri IV, délaissé pour Rubens par Marie de Médicis.
Grotesque, le mot se dit au sens propre des représentations fantaisistes ou bizarres d'objets ou de personnages découvertes à la Renaissance dans les fouilles, les grottes des monuments antiques. Le peintre de Henri IV, ce portrait du roi par Porbus le Jeune se trouve au musée du Louvre. Guise signale qu'il existe un second portrait de Henri IV dû au même peintre. Il précise que c'est seulement en 1620 que Marie de Médicis s'adressa à Rubens pour lui confier la décoration de la galerie des fêtes dans le palais du Luxembourg. Le jeune homme éprouvait cette sensation profonde qui a dû faire vibrer le cœur des grands artistes quand, au fort de la jeunesse et de leur amour pour l'art, ils ont abordé un homme de génie ou quelques chefs-d'œuvre. Il existe dans tous les sentiments humains une fleur primitive engendrée par un noble enthousiasme qui va toujours faiblissant jusqu'à ce que le bonheur ne soit plus qu'un souvenir et la gloire un mensonge. Parmi ces émotions fragiles, rien ne ressemble à l'amour comme la jeune passion d'un artiste commençant le délicieux supplice de sa destinée de gloire et de malheur. Passion pleine d'audace et de timidité, de croyances vagues et de découragement certain. À celui qui, léger d'argent, qui, adolescent de génie, n'a pas vivement palpité en se présentant devant un maître, il manquera toujours une corde dans le cœur, je ne sais quelle touche de pinceau, un sentiment dans l'œuvre, une certaine expression de poésie. Si quelques fanfarons bouffis d'eux-mêmes croient trop tôt à l'avenir, ils ne sont gens d'esprit que pour les sots. À ce compte, le jeune inconnu paraissait avoir un vrai mérite. Si le talent doit se mesurer sur cette timidité première, sur cette pudeur indéfinissable que les gens promis à la gloire savent perdre dans l'exercice de leur art, comme les jolies femmes perdent la leur dans le manège de la coquetterie. L'habitude du triomphe amoindrit le doute, et la pudeur est un doute peut-être. Accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV, sans un recours extraordinaire que lui envoya le hasard. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place et l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts. Mais il aperçut quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce que je ne sais quoi qui affriande les artistes. Diabolique, Freinhofer est défini dans le récit comme un être démoniaque et surnaturel, correspondant à l'un des aspects fantastiques du chef-d'œuvre inconnu. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate, une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux verts de mer ternis en apparence par l'âge, mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devaient parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge et plus encore par ses pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur et travaillée comme une truelle à poisson. Jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d'or et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit une toile de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est appropriée ce grand peintre. Le vieillard jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité, frappa 3 coups à la porte et dit à un homme valetudinaire, âgé de 40 ans environ, qui vient ouvrir « Bonjour, maître ». Porbus s'inclina respectueusement, il laissa entrer le jeune homme en le croyant amené par le vieillard et s'inquiéta d'autant moins de lui que le néophyte demeura sous le charme que doivent éprouver les peintres nés à l'aspect du premier atelier qu'ils voient et où se révèlent quelques-uns des procédés matériels de l'art. Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l'atelier de maître Porbus.
Concentré sur une toile accrochée au chevalet, qui n'était encore touchée que de 3 ou 4 traits blancs, le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce, mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée au ventre d'une cuirasse de reîtres suspendue à la muraille. Rayée d'un brusque sillon de lumière, la corniche sculptée et cirée d'un antique dressoir chargé de vaisselle curieuse, ou piquée de points éclatants, la trame grenue de quelques vieux rideaux de brocart d'or aux grands plis cassés jetés là comme modèle. Des écorchés de plâtre, des fragments et des torses de déesses antiques, amoureusement polis par les baisers des siècles, jonchaient les tablettes et les consoles. D'innombrables ébauches des études aux 3 crayons, à la sanguine ou à la plume, couvraient les murs jusqu'au plafond. Étude aux 3 crayons, technique inventée au XVIe siècle et consistant à dessiner sur papier teinté avec des crayons noirs, rouges et blancs. Des boîtes à couleurs, des bouteilles d'huile et d'essence, des escabeaux renversés ne laissaient qu'un étroit chemin pour arriver sous l'auréole qui projetait la haute verrière dont les rayons tombaient à plein sur la pâle figure de Porbus et sur le crâne d'ivoire de l'homme singulier. L'attention du jeune homme fut bientôt exclusivement acquise à un tableau qui, par ce temps de troubles et de révolution, était déjà devenu célèbre et que visitaient quelques-uns de ces entêtés auxquels on doit la conservation du feu sacré pendant les jours mauvais. Cette belle page représentait une Marie égyptienne se disposant à payer le passage du bateau. Ce chef-d'œuvre destiné à Marie de Médicis fut vendu par elle au jour de sa misère. « Ta sainte me plaît, dit le vieillard à Porbus, et je te la paierai 10 écus d'or au-delà du prix que donne la reine. Mais allez sur ces brisées du diable. Vous la trouvez bien ?» fit le vieillard. « Bien, oui et non. Ta bonne femme n'est pas mal troussée, mais elle ne vit pas. Vous autres, vous croyez avoir tout fait lorsque vous avez dessiné correctement une figure et mis chaque chose à sa place d'après les lois de l'anatomie. Vous colorez ce linéament avec un ton de chair fait d'avance sur votre palette en ayant soin de tenir un côté plus sombre que l'autre. Et parce que vous regardez de temps en temps une femme nue qui se tient debout sur une table, vous croyez avoir copié la nature. Vous vous imaginez être des peintres et avoir dérobé le secret de Dieu. Le secret de Dieu, telle serait l'ambition métaphysique et prométhéenne de l'art. Dans les proscrits, Sigier encourage des recherches hardies dans les secrets de Dieu par la voie de la théologie mystique. Il ne suffit pas pour être un grand poète de savoir à fond la syntaxe et de ne pas faire de faute de langue. Regarde ta sainte, Porbus. Au premier aspect, elle semble admirable, mais au second coup d'œil, on s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C'est une silhouette qui n'a qu'une seule face, c'est une apparence découpée, une image qui ne saurait se retourner ni changer de position. Je ne sens pas l'air entre ce bras et le champ du tableau. L'espace et la profondeur manquent. L'espace et la profondeur manquent. La peinture de Porbus est plate, figée dans les contours du dessin, silhouette, apparence découpée, et privée de la 3e dimension parce qu'elle ne traduit pas la circulation de l'air. Cependant, tout est bien en perspective et la dégradation aérienne est exactement observée. La dégradation aérienne, si l'air n'anime pas l'espace de la toile, il est néanmoins rendu dans l'optique de l'éloignement et de la distance. Mais malgré de si louables efforts, je ne saurais croire que ce beau corps soit animé par le tiède souffle de la vie. Il me semble que si je portais la main sur cette gorge d'une si ferme rondeur, je la trouverais froide comme du marbre. Non, mon ami, le sang ne court pas sous cette peau d'ivoire. L'existence ne gonfle pas de sa rosée de pourpre les veines et les fibrilles qui s'entrelacent en réseau sous la transparence ambrée des tempes et de la poitrine. Fibrille, petite fibre, filament du tissu conjonctif. Il semble que Balzac en fasse un synonyme de veine. Cette place palpite, mais cette autre est immobile. La vie et la mort luttent dans chaque détail. Ici, c'est une femme, là une statue, plus loin un cadavre. Ta création est incomplète. Tu n'as pu souffler qu'une portion de ton âme à ton œuvre chérie. Le flambeau de Prométhée s'est éteint plus d'une fois dans tes mains et beaucoup d'endroits de ton tableau n'ont pas été touchés par la flamme céleste. Le flambeau de Prométhée, les ambitions picturales de Frauenhofer se réfèrent plus d'une fois aux héros de la mythologie.
De même que Prométhée, le peintre prétend dérober la flamme céleste. La forme qu'il veut saisir est soumise aux mêmes métamorphoses que Protée. Tel Pygmalion, il souhaite voir son œuvre s'animer comme Orphée. Il accomplirait une descente aux enfers pour y découvrir les secrets de la vie. En outre, le mythe faustien, auquel il n'est pas fait allusion, est comme dans la peau de chagrin, sans cesse implicite à travers la démesure de Frauenhofer. Mais pourquoi, mon cher maître, dit respectueusement Porbus au vieillard, tandis que le jeune homme avait peine à réprimer une forte envie de le battre. Ah, voilà, dit le petit vieillard, tu as flotté indécis entre les deux systèmes, entre le dessin et la couleur, entre le flegme minutieux, la raideur précise des vieux maîtres allemands et l'ardeur éblouissante, l'heureuse abondance des peintres italiens. Tu as voulu imiter à la fois Hans Holbein et Titien, Albrecht Dürer et Paul Veronese. Frauenhofer oppose deux écoles de la peinture, l'une allemande établie sur la prédominance du dessin, l'autre vénitienne fondée sur la prédominance de la couleur. Au temps de Balzac, ce conflit se perpétue dans l'opposition entre le système d'Ingres et celui de Delacroix. Baudelaire juge au contraire que le Nord est coloriste en annexant curieusement Venise et que le Midi est naturaliste. Certes, c'était là une magnifique ambition, mais qu'est-il arrivé ? Tu n'as eu ni le charme sévère de la sécheresse, ni les décevantes magies du clair-obscur. Clair-obscur, sans condamner comme Frauenhofer le clair-obscur, Delacroix juge ce qu'il s'obtient par le jeu de la couleur et des reflets. Il n'y a radicalement ni clair ni ombre, il y a une masse colorée pour chaque objet, reflétée différemment de tous côtés. Dans cet endroit, comme un bronze en fusion qui crève son trop faible moule, la riche et blonde couleur du Titien a fait éclater le maigre contour d'Albrecht Dürer, où tout l'avait coulé. Ailleurs, le linéament a résisté et contenu les magnifiques débordements de la palette vénitienne. Ta figure n'est ni parfaitement dessinée, ni parfaitement peinte, et porte partout les traces de cette malheureuse indécision. Si tu ne te sentais pas assez fort pour fondre ensemble au feu de ton génie les deux manières rivales, il fallait opter franchement entre l'une ou l'autre, afin d'obtenir l'unité qui simule une des conditions de la vie. Tu n'es vrai que dans les milieux, tes contours sont faux, ne s'enveloppent pas et ne promettent rien par derrière. Il y a de la vérité ici, dit le vieillard en montrant la poitrine de la sainte. Puis, ici, reprit-il en indiquant le point où sur le tableau finissait l'épaule. Mais là, fit-il en revenant au lieu de la gorge, tout est faux, n'analysons rien, ce serait faire ton désespoir. Le vieillard s'assit sur une escabelle, se tint la tête dans les mains et resta muet. Maître, lui dit Porbus, j'ai cependant bien étudié sur le nu cette gorge, mais pour notre malheur, il est des effets vrais dans la nature qui ne sont plus probables sur la toile. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Cet axiome fondamental apporte un démenti à ceux qui veulent réduire la poétique romanesque de Balzac au réalisme. L'art est de l'ordre de l'invention et de la représentation, non de l'imitation ou de la reproduction du réel. Il implique un travail de transposition de la nature opéré par l'imagination. Dans la préface de La peau de chagrin, Balzac distingue les deux pôles de la création littéraire, l'observation et l'expression, et dans celle du cabinet des antiques, il affirme « Le vrai littéraire ne saurait être le vrai de la nature ». Daniel Arthez, dans Les Illusions perdues, définit l'art comme la nature concentrée, le narrateur dans La cousine bête comme la création idéalisée. On pourrait multiplier les citations de Delacroix allant dans le sens de la recréation plastique du spectacle de la nature. En voici trois, la nouveauté dans l'esprit qui crée et non pas dans la nature qui est peinte. Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau. Enfin, le réalisme devrait être défini l'antipode de l'art. Rappelons que dans la genèse et perspective artistique du surréalisme, André Breton cite la parole de Frauenhofer qui énonce « le principe capital de l'art, soucieux de s'affranchir de l'imitation pour exprimer la représentation imaginaire et mentale » dans le surréalisme et la peinture, 1965. « Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète » s'écria vivement le vieillard en interrompant Porbus par un geste despotique. Mais un poète, dans le chef-d'œuvre inconnu et Gambara, le terme est pris tantôt dans son sens étymologique de créateur, tantôt dans le sens dépréciatif de rêveur incapable d'achever son œuvre.
Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme. Eh bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. Tu trouveras un horrible cadavre sans aucune ressemblance, et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau de l'homme qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. Saisir l'esprit, l'âme, cette phrase confirme le projet d'une esthétique spiritualiste dépassant les apparences de la matière. Les effets, mais ils sont les accidents de la vie, et non la vie. Et non la vie, dans une perspective balsacienne, Frauenhofer distingue l'accidentel, le contingent du principe et de l'essence qui se rattache à la cause. Dans une fausse maîtresse, le narrateur identifiera l'effet avec la nature et la cause avec Dieu. Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause, qui sont invinciblement l'un dans l'autre. L'effet de la cause, la réciprocité de la cause et de l'effet est une loi majeure de la pensée et de la poétique balsacienne, dans la mesure où elle fonde le principe de l'unité nécessaire à l'acte de la création. Louis Lambert proclame « Toute science humaine repose sur la déduction qui est une vision lente par laquelle on descend de la cause à l'effet, par laquelle on remonte de l'effet à la cause, où toute poésie comme toute œuvre d'art procède d'une rapide vision des choses. » Dans la recherche de l'absolu, le narrateur affirme « De part et d'autre, tout se déduit, tout s'enchaîne. La cause fait deviner un effet comme chaque effet permet de remonter à une cause. La rupture de l'équilibre entre la cause et l'effet produit la désorganisation dans la vie de la pensée et dans l'acte de la création. Quand l'effet produit n'est plus en rapport avec sa cause, il y a désorganisation. Cette relation revêt une valeur tant cosmologique qu'esthétique. La véritable lutte est là. Beaucoup de peintres triomphent instinctivement sans connaître ce thème de l'art. Vous dessinez une femme mais vous ne la voyez pas, ce n'est pas ainsi que l'on parvient à forcer l'arcane de la nature. L'arcane de la nature. On peut hésiter entre le sens ésotérique d'opération hermétique réservé aux initiés et le sens swedenborgien d'analogie ou de correspondance entre l'univers visible matériel et l'univers invisible spirituel, entre l'effet terrestre et la cause céleste. Le terme est employé le plus souvent au pluriel dans ce cas. Il semble que ce soit le premier sens qui convienne au texte, comparant la création picturale à l'opération alchimique. Votre main reproduit sans que vous y pensiez le modèle que vous avez copié chez votre maître. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme, vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour et de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre ses heures, l'épier, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. La forcer à se rendre, comme l'ont noté Crépé et Blin, cette phrase préfigure la thématique de la mort des artistes de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, 1900, chez Corti, 1942. La forme est un proté bien plus insaisissable et plus fertile en repli que le proté de la fable. Ce n'est qu'après de longs combats qu'on peut la contraindre à se montrer sous son véritable aspect. Vous autres, vous vous contentez de la première apparence qu'elle vous livre, ou tout au plus de la seconde ou de la troisième. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les victorieux lutteurs. Ces peintres invaincus ne se laissent pas tromper à tous ces faux fuyants. Ils persévèrent jusqu'à ce que la nature en soit réduite à se montrer toute nue et dans son véritable esprit. Ainsi a procédé Raphaël. Raphaël est le peintre le plus souvent évoqué dans la comédie humaine comme l'incarnation accomplie du génie pictural. Vendamin dit dans Massimile et Doni, Raphaël seul a réuni la forme et l'idée. A procédé Raphaël, dit le vieillard en ôtant son bonnet de velours noir pour exprimer le respect que lui inspirait le roi de l'art. Sa grande supériorité vient du sens intime qui chez lui semble vouloir briser la forme.
vouloir briser la forme représente ici l'univers matériel des apparences et des effets. Elle est, comme le dit la suite du texte, un médiateur, un moule et une vaste poésie dans lesquelles l'artiste incarne les signes de sa pensée et de ses impressions. Elle est le support concret de l'idéologie et de la vision. La forme est, dans ces figures, ce qu'elle est chez nous, un truchement pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie. Toute figure est un monde, un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière désigné par une voix intérieure, dépouillé par un doigt céleste qui a montré dans le passé de toute une vie les sources de l'expression. Vous faites à vos femmes de belles robes de chair, de belles draperies, de cheveux, mais où est le sang qui engendre le calme ou la passion et qui cause des effets particuliers? Ta sainte est une femme brune, mais ceci, mon pauvre Porbus, est d'une blonde. Vos figures sont alors de pâles fantômes colorés que vous nous promenez devant les yeux, et vous appelez cela de la peinture et de l'art. Parce que vous avez fait quelque chose qui ressemble plus à une femme qu'à une maison, vous pensez avoir touché le but, et tout fier de n'être plus obligé d'écrire à côté de vos figures Querus, Venustus ou Pulcher Homo, char élégant ou bel homme. Comme les premiers peintres, vous vous imaginez être des artistes merveilleux. Ah ah, vous n'y êtes pas encore, mes braves compagnons. Il vous faudra user bien des crayons, couvrir bien d'étoiles avant d'arriver. Assurément, une femme porte sa tête de cette manière, elle tient sa jupe ainsi, ses yeux s'alanguissent et se fondent avec cet air de douceur résignée, l'ombre palpitante des cils flotte ainsi sur les joues. C'est cela, et ce n'est pas cela. Qui manque-t-il? Un rien, mais ce rien est tout. Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n'exprimez pas son trop-plein qui déborde, ce je ne sais quoi qui est l'âme peut-être et qui flotte nuageusement sur l'enveloppe. Enfin, cette fleur de vie que Titien et Raphaël ont surprise. En partant du point extrême où vous arrivez, on ferait peut-être d'excellentes peintures, mais vous vous lassez trop vite. Le vulgaire admire et le vrai connaisseur sourit. Ô Mabuse, ô mon maître, ajouta ce singulier personnage, tu es un voleur, tu as emporté la vie avec toi. Mabuse, Jean Gossaert ou Gossard dit de Mabuse, peintre flamand né à Maubeuge vers 1470 et mort à Anvers en 1532. Il fit des séjours en Angleterre et en Italie. Ce second voyage influença sa peinture dans le sens d'une utilisation plus ample de la couleur. À cela près, reprit-il, cette toile vaut mieux que les peintures de ce faquin de Rubens, avec ses montagnes de viande flamande, saupoudrées de vermillon, ses ondées de chevelure rousse et son tapage de couleurs. Au moins avez-vous là couleur, sentiment et dessin, les trois parties essentielles de l'art. Couleur, sentiment et dessin, la complémentarité nécessaire de la couleur et du dessin s'enrichit d'une dimension affective en relation avec la vie. Mais cette sainte est sublime, bon homme, s'écria d'une voix forte le jeune homme en sortant d'une rêverie profonde. Ces deux figures, celle de la sainte et celle du batelier, ont une finesse d'intention ignorée des peintres italiens. Je n'en sais pas un seul qui eût inventé l'indécision du batelier. Ce petit drôle est-il à vous? Demanda Porbus au vieillard. Hélas, maître, pardonnez à ma hardiesse, répondit le néophyte en rougissant. Je suis inconnu, barbouilleur d'instinct et arrivé depuis peu dans cette ville, source de toute science. À l'œuvre, lui dit Porbus en lui présentant un crayon rouge et une feuille de papier. L'inconnu copia lestement la Marie au trait. Oh oh, s'écria le vieillard, votre nom? Le jeune homme écrivit au bas Nicolas Poussin. L'identité de Poussin, de même que celle de Freinhofer, n'est révélée au lecteur que lorsque le récit est déjà avancé. Voilà qui n'est pas mal pour un commençant, dit le singulier personnage qui discourait si follement. Je vois que l'on peut parler peinture devant toi. Je ne te blâme pas d'avoir admiré la sainte de Porbus. C'est un chef-d'œuvre pour tout le monde et les initiés aux plus profonds arcanes de l'art peuvent seuls découvrir en quoi elle pêche. Mais puisque tu es digne de la leçon et capable de comprendre, je vais te faire voir combien peu de choses il faudrait pour compléter cette œuvre. Sois tout œil et toute attention, une pareille occasion de t'instruire ne se représentera peut-être jamais.
Ta palette, Porbus. Porbus alla chercher palette et pinceau. Le petit vieillard retroussa ses manches avec un mouvement de brusquerie convulsive, passa son pouce dans la palette diaprée et chargée de tons que Porbus lui tendait. Il lui arracha les mains plutôt qu'il ne l'ait pris une poignée de brosse, et qu'il ne l'ait pris une poignée de brosse de toutes dimensions, et sa barbe taillée en pointe se remua soudain par des efforts menaçants qui exprimaient le prurit d'une amoureuse fantaisie. Tout en changeant son pinceau de couleur, il grommelait entre ses dents. Voici des tombons à jeter par la fenêtre avec celui qui les a composés. Ils sont d'une crudité et d'une fausseté révoltante. Comment peindre avec cela? Puis il trempait avec une vivacité fébrile la pointe de la brosse dans les différents tas de couleurs dont il parcourait quelquefois la gamme entière plus rapidement qu'un organiste de cathédrale ne parcourt l'étendue de son clavier à la Ophélie de Pâques. Ophélie de Pâques, hymne datant du Moyen-Âge et destiné dans l'Église catholique à célébrer la résurrection du Christ. Porbus et Poussin se tenaient immobiles, chacun d'un côté de la toile, plongés dans la plus véhémente contemplation. Vois-tu, jeune homme, disait le vieillard sans se détourner, vois-tu comment, comme au moyen de 3 ou 4 touches et d'un petit glacis bleuâtre, on pouvait faire circuler l'air autour de la tête de cette pauvre sainte qui devait étouffer et se sentir prise dans cette atmosphère épaisse. Glacis, préparation de couleurs légères et fuyantes qu'on applique avec un pinceau fort délié sur d'autres couleurs pour leur donner plus d'éclat. Regarde comme cette draperie voltige à présent et comme on comprend que la brise la soulève. Auparavant, elle avait l'air d'une toile empesée et soutenue par des épingles. Remarques-tu comme le luisant satiné que je viens de poser sur la poitrine rend bien la grasse souplesse d'une peau de jeune fille, et comme le ton mélangé de brun rouge et d'ocre calciné réchauffe la grise froideur de cette grande ombre où le sang se figeait au lieu de courir. La grise froideur de la croix considérait que l'ennemi de toute peinture est le gris. Jeune homme, ce que je montre là, aucun maître ne pourrait te l'enseigner. Ma buse seule possédait le secret de donner de la vie aux figures. Ma buse n'a eu qu'un élève, qui est moi. Je n'ai pas eu, et je suis vieux. Je n'en ai pas eu, et je suis vieux. Tu as assez d'intelligence pour deviner le reste, parce que je te laisse entrevoir.